Il l'avait envoyée comme une plaisanterie. Une costureira de Belleville, mère seule, sans maquillage et sans prétention, inscrite sur une application de rencontre réservée aux millionnaires, et le PDG de Laurent Capital avait tout annulé pour elle. Ce soir-là, 4 femmes en tenue à 2800 € étaient reparties sans comprendre. Camille non plus ne comprenait pas. Soutenez la chaîne en laissant votre like et votre commentaire, et voici notre histoire. La rue de Belleville commençait à frémir bien avant que le soleil ne se décide à paraître. À 5h40 du matin, quand la plupart des appartements du 20e arrondissement étaient encore plongés dans l'obscurité, la fenêtre de l'atelier de Camille Moreau brillait déjà d'une lumière jaune et chaude, tranchant sur la façade grise de l'immeuble comme une bougie oubliée dans une église vide. La machine à coudre ronronnait, la bouilloire sifflait. Et Camille, les cheveux relevés à la hâte avec un crayon de tailleur planté dans le chignon, s'installait devant son établi avec la précision automatique de quelqu'un qui a fait le même geste des milliers de fois. Elle avait 35 ans et un visage qui portait la fatigue avec une certaine dignité, des cernes légères sous des yeux noisettes attentifs, une ligne entre les sourcils qui n'était pas de la colère mais de la concentration. La bouche habituée à tenir des épingles en silence. Ses mains, elles, racontaient tout. Les petites coupures des ciseaux, les callosités du dé à coudre, les traces de craie de couturière qui ne partaient jamais tout à fait. Des mains qui travaillaient, des mains qui construisaient quelque chose, un point après l'autre depuis des années. L'atelier était petit, à peine 20 mètres carrés, que Camille avait réussi à rendre habitable et presque beau. Une penderie mobile sur roulette où s'alignaient les vêtements en attente de réparation, chacun portant une petite étiquette cartonnée avec le nom du client et la nature de l'intervention. Une table de coupe en bois massif qu'elle avait récupérée à la brocante de la porte de Vanves, poncée et revernie de ses propres mains un dimanche d'été pendant que sa fille dessinait à ses pieds. Des rouleaux de tissu rangés selon une logique qui lui appartenait entièrement. Coton, lin, laine, jersey, les couleurs allant du plus clair au plus sombre, comme un dégradé que personne d'autre ne savait lire. Au mur, une affiche abîmée d'une exposition Sonia Delaunay, cadeau d'une cliente reconnaissante, 1750 € par mois. C'était ce que l'atelier lui rapportait en moyenne. Les bons mois, les mauvais mois, c'était moins. Les très bons mois, Noël, septembre avec la rentrée scolaire, ça pouvait monter à 2000 cents. Elle avait appris à faire la différence entre un mois où elle pouvait mettre 50 € de côté et un mois où il fallait choisir entre l'abonnement de la cantine et les fournitures de l'école. Elle avait appris à faire ses calculs vite, sans se plaindre, sans que sa fille ne la voie compter. Lucie avait 8 ans et dormait encore dans la chambre à côté, la petite chambre aux rideaux à fleurs jaunes que Camille avait cousue elle-même. Elle entendait la respiration régulière de sa fille à travers la cloison mince, et ce son-là, ce souffle paisible dans la nuit finissante, était la seule chose qui rendait tout le reste supportable. Les 980 € de loyer pour 37 mètres carrés dans un immeuble dont l'ascenseur tombait en panne 2 fois par mois. Le cours d'administration des affaires qu'elle suivait chaque samedi matin à la chambre de commerce, parce qu'elle avait compris 3 ans plus tôt que travailler dur ne suffisait pas, qu'il fallait aussi comprendre comment les choses fonctionnaient, les marges, les charges, les contrats. Elle prenait des notes dans un cahier à spirale, les mêmes notes qu'elle relisait le soir quand Lucie dormait, stylo à la main, soulignant ce qu'elle ne voulait pas oublier. Ce vendredi-là avait commencé comme les autres. Camille avait terminé l'ourlet d'une robe de mariée avant 7 heures. Une cliente qui passait la chercher dans l'après-midi, nerveuse et reconnaissante comme toutes les mariées, et elle s'était attaquée ensuite à la doublure d'un manteau en cachemire appartenant à un monsieur du quartier qui venait chez elle depuis 6 ans. C'était ça, le fond de son métier, la confiance répétée, les gens qui revenaient, les vêtements auxquels on tenait assez pour les faire réparer plutôt que les jeter. Elle aimait cette idée, que son travail était une forme de résistance tranquille contre le monde jetable. Elle ne s'attendait à rien d'extraordinaire ce vendredi-là. Elle n'attendait rien depuis longtemps, en réalité. Pas par amertume. Elle n'était pas de ces femmes que la vie avait rendues acides, mais par une forme d'économie émotionnelle. On n'attendait pas ce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre.
C'est son téléphone qui avait commencé à vibrer en milieu de matinée. Des messages de Sophie, puis de Nadia, puis de Jade, ses 3 amies d'enfance, celles qu'elle connaissait depuis le collège Rameau, celles avec qui elle avait grandi dans ces mêmes rues de Belleville avant que la vie ne les disperse légèrement, sans vraiment les séparer. Sophie était caissière à l'hypermarché de la Porte de Bagnolet. Nadia travaillait à l'accueil d'une clinique dentaire dans le 11e. Jade faisait des ménages chez des particuliers à Vincennes et dans le 16e, 3 jours par semaine. Elle se retrouvait le premier vendredi du mois chez l'une ou l'autre, avec une bouteille de vin à moins de 10 € et des chips. Et elle parlait pendant des heures, des enfants, du travail, des hommes en général et de leur absence en particulier. C'était leur rituel depuis 15 ans, leur façon de tenir debout dans des vies qui ne laissaient pas beaucoup de place à la légèreté. Mais ce vendredi-là, le groupe de messages pulsait d'une énergie différente. « Camille, t'as vu ? Il a matché. » Camille répond. « On t'avait dit que c'était pour rire, mais là... » Elle avait posé ses ciseaux lentement. Le soir précédent, après le dîner, pendant que Lucie faisait ses devoirs, ses 3 amis lui avaient montré quelque chose sur le téléphone de Sophie avec des rires étouffés et des coudes dans les côtes. Elles avaient créé un profil à son nom sur une application qu'elle ne connaissait pas. Liaison privée ou quelque chose comme ça, une de ces plateformes pour gens aisés, avec abonnement à 180 € par mois. Elles avaient utilisé les photos qu'elles avaient dans leur téléphone. Camille dans son tablier de travail, Camille au parc avec Lucie, Camille de profil sans s'en rendre compte lors d'un pique-nique à Butte-Chaumont. Des photos vraies, sans filtre, sans mise en scène. Et la bio qu'elles avaient rédigée ensemble, pouffant de rire, Costurera de Belleville, maman solo, debout à 5h40, sans temps pour les complications. L'idée était simple et cruelle, avec la simplicité propre aux blagues qui ne tiennent pas compte de celui sur qui elles portent. Personne ne choisirait ce profil. Et si par miracle quelqu'un le faisait, ce serait tellement bizarre qu'on en rirait. Une expérience sociale, une façon de tuer le temps. Camille avait regardé le profil, puis ses amis, puis le profil à nouveau. « C'est moi, là. Mais oui, c'est pour rire. Retirez ça. Oh, allez, c'est pas méchant. De toute façon, personne va matcher avec ça. » Et voilà. Elle n'avait pas insisté. Elle était fatiguée. Lucie avait besoin d'aide pour ses fractions et l'argument de Sophie, de toute façon, personne va matcher, avait quelque chose d'indiscutablement logique dans la logique de ce type d'application. Elle s'était dit qu'elles allaient oublier, que ça disparaîtrait de lui-même. Mais ce matin, Alexandre Laurent avait matché. Camille déverrouilla son téléphone. Il y avait 23 messages dans le groupe. Sophie avait envoyé une capture d'écran du profil de l'homme. Une photo sobre, chemise blanche, pas de sourire forcé. Alexandre Laurent, 42 ans, Paris, La Défense. Fondateur et directeur général de Laurent Capital. La bio était aussi courte que la sienne. Fondateur. Cherche quelque chose de vrai. Elle regarda la photo pendant quelques secondes. Un visage qui n'avait pas l'air de se forcer. Des yeux clairs, une légère tension dans la mâchoire, le genre de visage qu'on reconnaissait comme celui de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis longtemps, mais qui refusait de le montrer. Elle referma le téléphone. Sophie avait envoyé un nouveau message. Il propose samedi après-midi, bar dans le 7e. Camille, tu dois y aller, c'est trop drôle. Camille posa le téléphone face contre la table, les 2 mains à plat sur le bois. Elle regarda le manteau en cachemire, l'aiguille enfilée qui attendait, la lumière grise de novembre entrant par la petite fenêtre sur cour. Ce n'était pas de l'indignation qu'elle ressentait, pas exactement. C'était quelque chose de plus tranquille et de plus tranchant. La conscience claire d'avoir été utilisée comme punchline d'une plaisanterie dont elle n'était pas l'auteur. L'irritation douce amère de se reconnaître dans un profil qui la réduisait à ses contraintes, les horaires, l'argent, le tablier, comme si être vrai était une anomalie, comme si ne pas mentir était comique. Elle répondit finalement, à l'heure du déjeuner, d'un message court « J'y vais, pas pour vous faire plaisir, par curiosité ». De l'autre côté de Paris, à La Défense, dans un bureau au 42e étage d'une tour de verre et d'acier qui dominait le quartier d'affaires avec l'indifférence tranquille des choses construites pour durer,
Alexandre Laurent était en réunion depuis 7h30. La salle de conférence de Laurent Capital était immense et froide d'une façon que l'architecture contemporaine confondait souvent avec l'élégance. Sol en béton ciré, table ovale en chêne blanchi, fauteuil en cuir noir, vue à 180 degrés sur la Défense et partant clair sur Paris entière, s'étalant vers l'horizon comme une promesse. Il y avait 12 personnes autour de cette table, des gestionnaires de portefeuille, des analystes, 2 associés. Alexandre était en bout de table, une tasse de café noir devant lui, la 3e depuis 7 heures, et il parlait d'allocation d'actifs avec la précision d'un homme qui avait construit sa vie entière sur la capacité à anticiper ce que les autres ne voyaient pas encore. 42 ans, 105 millions d'euros sous gestion. Un appartement de 220 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine que les magazines de décoration auraient adoré photographier et dans lequel il ne rentrait jamais avant 22 heures. Une ex-femme qui lui avait dit, lors de leur dernier dîner avant la signature du divorce, une phrase qu'il ne réussissait pas à cesser d'entendre. « Tu étais toujours dans la pièce, Alexandre. Tu n'étais jamais là. » Il avait mis 8 mois avant d'admettre qu'elle avait raison. Ce n'était pas sa collaboratrice qui lui avait suggéré l'application. C'était son médecin, lors d'un bilan de santé annuel, avec le pragmatisme sec des cardiologues habitués aux hommes de 40 ans qui fonctionnaient comme des machines. Vous dormez 4 heures par nuit, vous mangez mal, et votre tension est trop haute. Ce n'est pas un problème cardiaque, c'est un problème de solitude. Trouvez quelqu'un. Alexandre avait failli rire. Puis il ne l'avait pas fait, parce que la vérité avait cette qualité désagréable d'être reconnaissable même quand on ne voulait pas la voir. Il s'était inscrit à liaison privée un mercredi soir, seul dans son appartement, devant un verre de Bordeaux qu'il avait bu sans plaisir. Il avait passé en revue les profils avec la même méthode qu'il utilisait pour analyser des dossiers d'investissement, efficacement en cherchant les signaux pertinents. 3 mois, 12 matchs. Des rencontres polies et stériles avec des femmes intelligentes et présentables qui lui parlaient de leur carrière, de leur voyage, de leurs projets, des femmes qui performaient exactement ce qu'elles pensaient qu'ils cherchaient. Il les écoutait avec attention et rentrait chez lui avec le même vide qu'à l'aller. Et puis, un jeudi soir, en faisant défiler les nouveaux profils de la semaine, il était tombé sur le sien. Il s'était arrêté. Pas à cause des photos. Elles étaient ordinaires, naturelles, sans lumière travaillée ni angle calculé. Pas à cause de l'apparence. Une femme simple, un tablier, un parc, une enfant à côté d'elle. Il s'était arrêté à cause de la bio. Costureira de Belleville, maman solo, debout à 5h40, sans temps pour les complications. Il avait relu. Puis encore. Dans 3 mois de profil, personne n'avait écrit quelque chose de vrai. Tout le monde mentait. Pas forcément avec de mauvaises intentions, mais par réflexe de séduction, par peur d'être trop ordinaire, trop quelconque. Les gens se présentaient comme ils voulaient être vus plutôt que comme ils étaient. Et voilà quelqu'un qui avait écrit les horaires de son réveil et le mot « complication », comme si c'était une mise en garde autant qu'une description. Il avait regardé la photo du parc pendant 9 ou 10 minutes. Il ne l'aurait pas dit à voix haute, mais c'était vrai. La femme riait de quelque chose hors champ, Lucie sur ses genoux, les deux ensemble dans la lumière d'un après-midi ordinaire. Ce n'était pas de la beauté au sens où l'entendaient les magazines, c'était autre chose. C'était réel. Il avait cliqué sur « Intérêt » avant d'avoir fini de réfléchir. Puis il avait proposé le samedi après-midi au bar du Duc, dans le 7e, un endroit qu'il connaissait pour sa terrasse intérieure et sa carte de vin raisonnable. Il avait également confirmé 4 autres rendez-vous pour le même après-midi, par habitude. Il organisait les rencontres en bloc, comme les rendez-vous professionnels, pour ne pas perdre de temps. Ce n'était pas du cynisme. C'était juste la seule façon qu'il connaissait de fonctionner. En réunion ce vendredi matin, son téléphone avait vibré une fois. Une notification de l'application. Camille a accepté pour samedi. Il avait glissé le téléphone dans sa poche sans répondre aux messages de ses équipes qui attendaient une décision sur la réallocation d'un portefeuille obligataire. Ses associés avaient échangé un regard. Alexandre ne remarqua pas.
Le samedi arriva avec ce ciel de novembre propre aux journées froides et lumineuses de Paris, le genre de ciel qui donnait à la ville une précision particulière. Les façades haussmanniennes tranchaient net sur le bleu pâle, les platanes du boulevard Saint-Germain encore porteurs de quelques feuilles rousses, la Seine, couleur d'ardoise sous les ponts. Camille avait quitté Belleville à 13h20, après avoir déposé Lucie chez sa voisine Madame Picard, une retraitée de 68 ans qui gardait la petite les samedis après-midi depuis 2 ans en échange d'ourlets et de raccommodage. Elle avait pris le métro ligne 11, changé à République, ligne 8, jusqu'à la Tour Maubourg. 35 minutes de trajet. Elle avait regardé les gens dans le wagon avec l'habitude tranquille de ceux qui utilisent les transports en commun depuis l'enfance. Un homme endormi, la tête contre la vitre, une jeune femme lisant un roman de gare, 2 enfants qui se disputaient des écouteurs. Le trajet l'avait calmée. Elle n'était ni anxieuse ni particulièrement enthousiaste. Elle était curieuse, comme elle l'avait dit à ses amis. Curieuse et légèrement agacée. Pas contre cet homme qu'elle ne connaissait pas, mais contre la situation elle-même. Contre l'idée qu'elle était là parce que ses amis avaient la voulu se moquer. Elle portait ce qu'elle portait d'habitude un samedi. Blouse crème à manches longues, jean droit, sandales à brides noires, qui avaient fait 3 étés, mais dont le cuir était encore souple. Elle s'était attaché les cheveux, avait mis un peu de mascara dans le métro, s'était arrêtée là. Elle n'essayait pas d'être autre chose que ce qu'elle était. Elle l'avait décidé dans l'escalier de la station, les mains dans les poches. Le bar du Duc se trouvait à quelques minutes de la station, dans une rue calme du 7e arrondissement, où les immeubles avaient cette élégance sobre et sûre d'elle-même qui caractérisait les quartiers qui n'avaient jamais eu besoin de se faire remarquer. La façade était en ardoise grise et boiserie peinte en bleu nuit, une terrasse chauffée derrière de grandes vitres. Camille s'arrêta une seconde sur le trottoir, regarda la devanture, puis poussa la porte. La chaleur et l'odeur de café la frappèrent ensemble. Le maître d'hôtel s'avança, un homme d'une 50aine d'années, costume anthracite, les mains croisées dans le dos. « Bonjour madame, vous avez une réservation ?» Camille Moreau, pour Alexandre Laurent. Quelque chose passa sur le visage de l'homme, fugace, à peine perceptible, mais elle le reconnut. Elle avait passé 35 ans à être regardée avec ce type d'hésitation dans des endroits qui n'étaient pas faits pour elle. L'œil qui évaluait et concluait en une seconde. Elle tint son regard tranquillement, mais avant que le maître d'hôtel n'ait pu terminer son geste vers la salle, une chaise racla légèrement le parquet. Une silhouette se leva d'une table du fond, et Camille vit en une fraction de seconde qu'il y avait d'autres femmes à cette table. 4, en tenue impeccable, coiffure travaillée, le genre de présence qui coûtait cher à maintenir. Elles regardèrent Camille avec cet intérêt poli et légèrement acéré des gens qui évaluent une concurrence inattendue. Alexandre Laurent traversa la salle. Il était grand, pas excessivement, avec une façon de marcher qui n'était pas de l'arrogance mais de l'habitude, celle des gens qui ont depuis longtemps cessé de se demander s'ils avaient le droit d'être dans une pièce. Il portait un blazer marine sur une chemise blanche sans cravate, les cheveux gris aux tempes, les yeux clairs qu'elle avait vus sur la photo. Il arriva devant elle, s'arrêta à une distance correcte. « Camille Moreau ?» ?»« Oui. » Il se tourna vers le maître d'hôtel avec une courtoisie qui n'avait rien de cassant, mais rien de flottant non plus. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait dire. « Pouvez-vous présenter mes excuses aux autres dames et annuler les réservations restantes ? Je vous remercie. » Un silence d'1 ou 2 secondes. Puis, « Bien sûr, monsieur Laurent. » Camille regarda les 4 femmes se lever. L'une d'elles, brune, tailleur bordeaux, talon de 10 cm, lança un regard dans sa direction qui contenait toute une conversation qu'elle n'avait pas envie d'avoir. Puis, elles partirent, l'une après l'autre, avec cette grâce contrainte des gens qui savent que se montrer blessé serait pire que partir dignement. Alexandre se tourna vers elle. « Je suis désolé pour ça. C'était une mauvaise habitude. » Camille le regarda pendant un moment. « Une mauvaise habitude de quoi ? D'optimiser le temps, de traiter les rencontres comme des réunions. » Elle n'avait pas encore décidé si elle allait rester. Elle le lui dit. Camille resta. Elle ne saurait pas l'expliquer précisément, ni ce soir-là à ses amis, ni plus tard à elle-même.
Ce n'était pas le geste d'Alexandre qui l'avait retenu, pas entièrement. C'était la façon dont il l'avait dit. Une mauvaise habitude, sans se défendre, sans chercher à minimiser. Juste la reconnaissance sèche d'un fait. Elle avait l'habitude des gens qui justifiaient tout. Celui qui ne justifiait pas méritait au moins 5 minutes. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre donnant sur la rue. Le maître d'hôtel apporta la carte, sans rien laisser paraître de ce qu'il pensait. Camille la prit, la parcourut brièvement et la reposa. « Je vous avoue quelque chose, » dit-elle sans préambule, les mains posées à plat sur la nappe blanche. « Mon profil sur cette application, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Mes amis l'ont fait en se moquant de moi. L'idée était que personne ne choisirait ce profil-là, que je repartirais en 5 minutes et qu'on rigolerait. » Alexandre l'écoutait sans bouger. Pas de sourire de circonstance, pas de froncement de sourcils performatif. Il l'écoutait comme on lit quelque chose d'important, en allant jusqu'au bout avant de répondre. « Je sais, » dit-il enfin. Elle leva les yeux. « Comment ça, vous savez ? Le profil ne ressemblait à rien de ce qu'on voit habituellement sur ces plateformes. Les photos étaient naturelles, la bio n'était pas une mise en scène. Et la formulation, debout à 5h40, sans temps pour les complications, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui cherche à séduire. Ça ressemble à quelqu'un qui dit la vérité sans y penser. » Il marqua une courte pause. « Ou à quelqu'un qui dit la vérité d'une autre personne sans y penser. » Camille le regarda pendant quelques secondes. « Et vous avez quand même matché. » C'était le seul profil en 3 mois qui contenait quelque chose de vrai. Le serveur arriva. Camille commanda un café. Alexandre aussi. Ils attendirent en silence. Un silence qui n'était pas inconfortable, ce qui était déjà étrange. Elle remarqua qu'il n'avait pas sorti son téléphone. Dans sa vie, les gens sortaient toujours leur téléphone dans les silences. C'était le réflexe universel, le signe que l'instant présent n'était jamais tout à fait suffisant. Alexandre avait les mains croisées sur la table, et il la regardait avec une attention qui n'était pas de l'insistance, mais de la présence. Elle ne savait pas encore ce que c'était, mais elle le remarqua. « Alors, » dit-elle, « qu'est-ce que vous cherchez concrètement ?» La question était directe à dessein. Elle n'avait pas de temps pour les préliminaires mondains, les questions sur les voyages, les restaurants préférés, les activités du week-end. Elle avait 35 ans, une enfant, un loyer à payer et 2 heures de liberté dans une semaine chargée. Si cet homme était là pour une expérience de curiosité sociologique, la Costureira de Belleville comme objet d'intérêt exotique, autant le savoir maintenant. Alexandre ne parut pas déstabilisé par la question. Il réfléchit une vraie seconde. Elle le vit à la légère tension dans la mâchoire, ce pli entre les sourcils qui indiquait qu'il cherchait quelque chose de précis plutôt qu'une formulation convenable. « Je cherche quelqu'un avec qui être dans la même pièce, » dit-il. Camille fronça légèrement les sourcils. « C'est tout ? C'est plus difficile que ça, en a l'air. » Et là, sans qu'elle l'ait décidé, quelque chose se dénoua légèrement dans ses épaules. Pas de la confiance, ce n'était pas encore ça. Mais une permission peut-être, la permission de rester assise 5 minutes de plus sans que ce soit une capitulation. Les cafés arrivèrent. Camille entoura la tasse de ses 2 mains. Le bar était bien chauffé, mais elle avait cette habitude depuis l'enfance, tenir quelque chose de chaud comme ancrage. Elle pensa brièvement à Lucie, chez Madame Picard, qui racontait sûrement à la vieille dame comment elle avait failli rater sa multiplication par 7 en classe cette semaine. Elle pensa à la robe de mariée livrée la veille, à la cliente qui avait pleuré en l'essayant non pas d'émotion, mais de soulagement. L'ourlet était parfait. Elle pensa aux 35 minutes de métro qu'elle avait faites pour arriver ici et aux 4 femmes qui étaient reparties avec leur tenue à 2800 € et à la façon dont cet homme avait dit « peut-être présenter mes excuses » sans hésiter. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-elle. « Non. Nous en voulions, mon ex-femme et moi. Ça ne s'est pas fait. » Un battement. « Ou peut-être que c'est mieux ainsi, étant donné comment les choses ont tourné. Votre divorce. » « Oui. Depuis combien de temps ? 4 ans, 8 ans de mariage avant ça. » Il regardait sa tasse. « Elle m'a dit, au dernier dîner, que j'étais toujours dans la pièce, mais jamais là. J'ai trouvé ça injuste sur le moment. Et puis, j'ai compris que c'était exact. » Camille ne dit rien. Elle attendit,
Une autre habitude acquise au fil des années, laisser les gens finir leur pensée au lieu de la remplir avec des mots de confort préfabriqués. Je rentrais à la maison, continua-t-il, les yeux toujours sur sa tasse avant de les relever vers elle. Je mangeais, je répondais aux messages, je m'endormais en pensant au marché du lendemain. Le week-end, j'avais toujours quelque chose d'urgent. Et un matin, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer et j'ai regardé autour de moi dans cet appartement et je n'ai pas réussi à nommer un seul souvenir qu'on avait créé là ensemble. Juste des pièces bien décorées. Il dit ça avec une neutralité qui n'était pas de l'indifférence. C'était la neutralité de quelqu'un qui a raconté la même vérité à lui-même suffisamment de fois pour avoir cessé d'en souffrir de façon aiguë et d'en souffrir de façon sourde. Camille reconnut cette nuance. Elle l'avait elle-même dans la voix quand elle parlait du père de Lucie. Il est parti quand Lucie avait 18 mois, dit-elle. Pas en réponse à une question, juste parce que ça lui parut logique de le dire, étant donné ce qu'il venait de partager. Il n'était pas mauvais, il était simplement absent de la même façon que vous décrivez. Sauf que lui ne s'en est jamais rendu compte. Elle prit une gorgée de café. Il vit à Lyon maintenant. Il appelle Lucie le dimanche parfois. Pas tous les dimanches. Elle a l'air heureuse sur la photo. Camille sourit malgré elle, un sourire petit et réel. Elle l'est. Elle est curieuse de tout, elle mange des livres, et elle a décidé la semaine dernière qu'elle voulait être astronome ou fromager. Elle n'a pas encore tranché. Alexandre rit. Pas le rire poli et mesuré d'un homme en rendez-vous. Un rire bref et sincère, qui changea légèrement son visage, effaçant pour un instant la tension habituelle dans la mâchoire. Camille le remarqua sans le montrer. L'heure suivante passa sans qu'elle s'en aperçoive. Elle lui parla de l'atelier, de comment elle avait économisé pendant 3 ans pour payer la caution et le premier mois de loyer du local, de la première cliente qui était venue par bouche à oreille, une voisine de palier dont la fermeture éclair du manteau préféré était cassée. Elle lui parla du cours d'administration du samedi matin, de la honte légère qu'elle avait ressentie les premières semaines à être la seule dans la salle sans formation supérieure, et de comment cette honte avait disparu quand elle avait réalisé qu'elle était aussi la seule à avoir déjà géré un vrai bilan, même approximatif, même sur un carnet. Elle lui parla de Belleville comme on parle d'un endroit qu'on aime sans être naïf. Ses bruits le matin, l'odeur du pain de la boulangerie Dong à 7 heures, les gamins sur les trottoirs après l'école, la façon dont le quartier avait changé et continuait de changer sans perdre entièrement quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Il lui posa des questions. De vraies questions. Pas les questions mondaines qui creusent une politesse, mais des questions qui montraient qu'il avait écouté ce qu'elle venait de dire et voulait comprendre plus loin. Comment elle gérait les retards de paiement des clients, ce qui se passait les mois où le loyer absorbait tout, si le cours du samedi lui avait appris quelque chose d'utile ou si c'était surtout de la théorie déconnectée. Les deux, dit-elle honnêtement. La comptabilité analytique, ça m'a vraiment aidé. Le marketing digital, beaucoup moins. Mes clients viennent par recommandation, pas par Instagram. Vous avez raison de vous en tenir à ce qui fonctionne. Je n'ai pas le choix de faire autrement. Il y avait dans cette phrase quelque chose qu'elle ne dit pas. Une économie de moyens qui n'était pas de la résignation, mais de la lucidité. Elle ne pouvait pas se permettre les stratégies qui coûtaient avant de rapporter. Elle fonctionnait en flux tendu depuis des années et elle avait appris à rendre la contrainte créative. Alexandre l'entendait, elle le voyait à la façon dont il posait sa tasse et croisait les mains. Quelqu'un qui prenait une décision dans sa tête sans encore la formuler. Dehors, la lumière de novembre avait glissé vers l'orange pâle du début de soirée. Camille regarda sa montre. 19h05. Elle avait dit à Madame Picard qu'elle serait là pour 19h30. Elle n'avait pas mangé depuis le café du matin. Elle avait zappé le déjeuner pour terminer un travail de réparation sur un costume de scène pour une comédienne du Théâtre du Soleil qui en avait besoin pour le lundi. Elle le dit sans chercher à le cacher. Alexandre posa l'addition sur la table sans regarder le montant, ce geste automatique des gens pour qui la note dans un bar n'est pas une information pertinente. Puis, il se leva. Il y a une sandwicherie à 200 mètres d'ici, rue Saint-Dominique. Je ne sais pas si vous avez envie de marcher un peu.
Elle leva les yeux. Une sandwicherie, un jambon-beurre. Vous avez dit que la nourriture de ces endroits laissait faim. Ce n'était pas faux. Elle resta une seconde sans répondre. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était la légère surprise de voir qu'il avait retenu exactement ça. Une phrase qu'elle avait dite en passant, sans y attacher d'importance. « D'accord », dit-elle. Ils marchèrent dans la lumière froide et dorée du soir. La rue Saint-Dominique était calme à cette heure, les façades allumées de l'intérieur, quelques passants avec des cabas de course. La petite sandwicherie, enseigne verte, une vitre embuée, l'odeur du beurre frais qui débordait sur le trottoir, était exactement ce qu'elle avait dit qu'elle voulait. Simple, réel. Ils prirent 2 jambons beurre et 2 canettes de limonade et s'assirent sur un banc de square à l'angle de la rue. Alexandre en blazer marine, Camille en sandales, à 35 minutes de chez elle, tous les deux avec leur sandwich dans du papier Kraft, la ville qui continuait de fonctionner autour d'eux sans leur demander de permission. « Je dois vous dire quelque chose », dit Camille entre 2 bouchées. « Oui, je ne sais pas encore si vous êtes quelqu'un de bien. Mais vous êtes quelqu'un d'intéressant. C'est suffisant pour un samedi. » Alexandre la regarda. Quelque chose dans ses yeux clairs, quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme si la phrase l'avait autorisé à quelque chose qui ne s'accordait pas souvent. « C'est la chose la plus honnête qu'on m'ait dite depuis longtemps. Je vous avais prévenu, pas de complications. » Il sourit. Pas le sourire de façade qu'elle imaginait qu'il portait dans ses réunions. Celui-là, elle ne l'avait pas encore vu. Celui-là était discret, un peu asymétrique, et il lui donnait 10 ans de moins. Elle mangea son sandwich et ne pensa pas à ses amis, ni à la plaisanterie du profil, ni aux 4 femmes qui étaient reparties. Elle pensa que Paris sentait le pain chaud et les feuilles humides, que la nuit tombait avec cette qualité particulière de novembre, et que pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pensé à rien d'urgent pendant 3 heures entières. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas encore grand-chose, mais c'était réel, et elle le savait reconnaître. Les semaines qui suivirent s'installèrent avec la prudence propre aux choses fragiles qu'on ne veut pas briser en allant trop vite. Alexandre écrivit le dimanche matin suivant le rendez-vous. Pas un message long, pas une déclaration, une phrase courte. « Le jambon beurre était meilleur que tout ce que j'ai mangé en réunion d'affaires cette année. Bonne semaine. » Camille lut le message en buvant son café. Lucie encore endormie dans la chambre à côté. La machine à coudre en attente. Elle sourit seule devant sa tasse et répondit « La barre n'est pas très haute. » Il répondit immédiatement avec un seul mot « Non, ce n'était pas grand-chose. » Mais c'était régulier. Et la régularité, Camille l'avait appris à sa façon, valait plus que les grands gestes. Ils se revirent le mercredi suivant pour un café rapide près de la gare de Lyon. Point de convergence géographique raisonnable entre la Défense et Belleville, avaient-ils calculé ensemble avec le pragmatisme de 2 personnes qui n'avaient pas de temps à perdre en romantisme logistique. 1 heure en début d'après-midi, entre sa réunion de 11 heures et son rendez-vous client de 15 heures à lui, entre la livraison d'une robe et le retour à l'atelier pour elle. Il s'était installé à une petite table en bois, commande passée en 2 minutes, et avait repris la conversation exactement là où il l'avait laissée, sans la gêne du 2e rendez-vous, sans la performance du premier encore dans l'air. Elle lui parla du cours du samedi précédent, une intervention d'un comptable sur les charges sociales des auto-entrepreneurs qui l'avait enfin aidé à comprendre un point qui la bloquait depuis des mois. Il l'écouta, posa 2 questions précises sur sa structure juridique et lui dit sans détour qu'elle payait probablement trop de charges parce qu'elle n'avait pas optimisé son régime fiscal. Pas de condescendance dans le ton de quelqu'un qui voit un problème soluble et dit comment le résoudre. Elle nota sur son téléphone ce qu'il lui expliqua et lui dit qu'elle vérifierait avec son comptable. « Vous avez un comptable ? Un expert comptable à mi-temps. Je partage ses honoraires avec 2 autres artisans du quartier. » Il hocha la tête, une reconnaissance silencieuse de la débrouillardise que contenait cette phrase. Elle le vit et passa à autre chose sans s'y attarder. Elle n'avait pas besoin d'être admirée pour ses stratégies de survie. Elle avait besoin qu'elles fonctionnent.
En rentrant à Belleville ce soir-là, dans le métro bondé de 17 heures, Camille pensa qu'elle aimait parler avec cet homme. Pas de la façon dont on aime une conversation légère qui passe le temps, de la façon dont on aime quelque chose qui laisse quelque chose derrière. Elle était arrivée à chaque rendez-vous avec ses propres pensées, et en était repartie avec des pensées légèrement différentes, affinées, augmentées. C'était rare. Elle n'en fit pas grand cas ce soir-là. Elle nota simplement, quelque part dans la partie de son esprit, qui enregistrait les choses importantes sans les dramatiser. Ce fut Lucie qui comprit quelque chose avant sa mère. Un dimanche de la fin novembre, Alexandre était venu chercher Camille pour une promenade au parc des Buttes-Chaumont. Elle avait dit que c'était le seul endroit de Paris où elle se sentait respirer vraiment, et il avait dit qu'il ne savait pas pourquoi il n'y était jamais allé. Il n'avait pas de voiture ce jour-là. Il était arrivé en métro, ce qui l'avait légèrement surpris lui-même, comme si ses pieds avaient pris une décision sans consulter ses habitudes. Camille avait ouvert la porte avec Lucie dans les pattes, la petite en collant et pull rayé, qui regardait l'inconnu avec ce regard des enfants qui évaluent tout sans filtre. « T'es qui, toi ?» avait demandé Lucie. « Je m'appelle Alexandre. T'as apporté quelque chose ?» Camille avait fermé les yeux une seconde. « Lucie. »« Non, » dit Alexandre. Puis, après un battement, « Mais si on croise une boulangerie en chemin, je prends un café et vous une chose de votre choix. » Lucie avait réfléchi sérieusement à cette offre pendant 2 secondes entières. Un pain au chocolat et un jus d'orange. Négociation efficace. C'est quoi négociation? Quand on obtient ce qu'on veut sans vexer l'autre. Lucie avait hoché la tête avec la gravité des enfants qui prennent les informations utiles là où elles se trouvent. Elle avait glissé sa main dans celle de sa mère et avait marché vers l'escalier sans plus s'occuper d'Alexandre. Ce qui, Camille le savait, était la forme d'acceptation la plus authentique que sa fille produisait. Au parc, pendant que Lucie courait vers le lac avec l'énergie concentrée des enfants lâchés dans l'espace, Camille et Alexandre marchaient à un rythme ralenti, les mains dans les poches, les feuilles mortes craquant sous les semelles. Le ciel était gris et lumineux à la fois, ce gris de fin novembre qui n'était pas de la tristesse mais de la douceur. « Elle vous ressemble, » dit Alexandre. « En quoi ?» Elle n'essaie pas de plaire. Elle évalue et elle décide. Camille rit doucement. « C'est moins agréable quand c'est dirigé contre vous ?» Probablement, mais c'est honnête. Ils marchèrent en silence un moment. Sur le lac, un couple poussait un pédalo avec des rires épars. Lucie s'était arrêtée au bord de l'eau et regardait les canards avec la concentration d'une petite scientifique. Camille la surveillait du coin de l'œil avec ce radar permanent des mères seules. Toujours une partie de l'attention là-bas, là où l'enfant était. « Elle fait ça souvent ?» demanda Alexandre. « S'arrêter comme ça et observer ? Tout le temps. Elle peut passer 20 minutes à regarder une fourmi. Ça m'a rendue folle pendant des années. Maintenant, je trouve ça admirable. Vous avez changé d'avis. J'ai compris que c'était elle qui avait raison et moi qui avais tort. Les fourmis méritent 20 minutes d'attention. » Elle marqua une pause. « La plupart des choses méritent plus d'attention qu'on leur en donne. » Alexandre ne répondit pas tout de suite. Elle sentit quelque chose dans ce silence. Pas du vide, mais du plein. Quelque chose qui se posait. « J'ai passé 15 ans à traiter l'attention comme une ressource rare à rationner, » dit-il enfin. « Je l'allouais en fonction du rendement attendu. Réunion importante, 100% d'attention. Dîner avec ma femme, 40% parce que le reste était sur les marchés asiatiques qui ouvraient à 23 heures. » Il regardait le lac. Ce n'est pas quelque chose dont on est fier quand on le formule à voix haute. Camille le regarda de profil. Il y avait quelque chose de difficile dans sa façon de dire ça. Pas de la honte performée, mais la vraie gêne de quelqu'un qui entendait ses propres mots et ne les aimait pas. « Pourquoi vous me racontez ça ? Parce que vous posez des questions vraies et que je n'ai pas l'habitude de répondre autrement. » Elle n'avait rien dit à cela. Mais quelque chose avait bougé en elle. Pas vers l'avant avec l'enthousiasme des débuts romantiques, mais quelque chose de plus lent et de plus profond, comme un ancrage qui prend dans un sol qu'on commence à reconnaître. Au retour, Lucie avait dormi dans le métro, la tête contre l'épaule de sa mère. Alexandre avait voyagé debout à côté d'elle, une main sur la barre d'appui, regardant les stations défiler. À Belleville, il les avait raccompagnés jusqu'au bas de l'immeuble.
Lucie, à demi réveillée, l'avait regardé depuis les bras de sa mère, avec ses yeux ensommeillés. « T'es l'homme du café », dit-elle d'une voix pâteuse. Alexandre regarda Camille, qui haussa légèrement les épaules. « La boulangerie, le pain au chocolat. »« Ah !» Il regarda Lucie. « Bonne nuit. » Mamache. Lucie referma les yeux. Quand Camille remonta après avoir couché la petite, elle trouva un message d'Alexandre. « Bonne nuit. Merci pour les buts de Chaumont. » Elle répondit « Merci d'être venu en métro. » Il ne répondit pas, mais elle vit qu'il avait lu, et elle s'en contenta. Ce fut vers la mi-décembre que le monde extérieur s'en mêla. Camille l'apprit d'abord par Nadia, qui l'appela un mardi matin en début de semaine. La voix avec cette qualité particulière des gens qui apportent une mauvaise nouvelle et ne savent pas comment la présenter. « T'as vu la colonne de Société.fr ce matin ? » « Non, j'ai pas le temps de lire les colonnes de Rago. »« Camille, regarde. » Elle avait regardé. Un article court, 3 paragraphes, style pince sans rire, le genre de prose légère et cruelle qui faisait les choux gras des rubriques mondaines en malle de papier. Alexandre Laurent, fondateur de Laurent Capital et habitué des galas de bienfaisance du 8e, aurait troqué les dîners en veste de soirée pour les bancs de square en jeans. La nouvelle flamme du gestionnaire de fonds serait une couturière de Belleville, mère d'une enfant, rencontrée via une application de rencontre haut de gamme. Les initiés s'interrogent sur les nouveaux critères de sélection du PDG, connu jusqu'ici pour son goût de la précision. Camille posa son téléphone. Elle resta assise à son établi sans bouger pendant 1 minute entière. La machine à coudre attendait. Un manteau à reprendre était étalé devant elle. La lumière grise de décembre entrait par la fenêtre. Elle sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Pas des larmes. Elle n'en était pas là, pas encore. Mais quelque chose de physique. Une résistance dans la poitrine, comme quand on anticipe un choc. Elle appela Alexandre. Il répondit à la 2e sonnerie. « J'ai lu, » dit-il avant qu'elle parle. « Votre assistante ?» Un silence d'1 seconde. « C'est probable. Je m'en occupe. »« Comment vous vous en occupez ?»« En faisant ce qu'il faut faire. » Sa voix était calme, mais avec cette qualité froide qu'elle commençait à reconnaître chez lui, la froideur des gens qui concentrent leur colère au lieu de l'éparpiller. Elle n'était pas rassurée pour autant. « Alexandre, je veux savoir si ça va créer des problèmes pour vous, professionnels, réels. Camille, je ne vous pose pas la question par coquetterie, je vous la pose parce que si votre réputation professionnelle prend un coup à cause d'un article sur moi, vous devez me le dire. J'ai le droit de savoir. » Un autre silence. Puis, il y a 2 investisseurs qui ont appelé mon associé ce matin pour exprimer leur questionnement sur mon jugement. Elle ferma les yeux 1 seconde. Voilà, Camille. Ces gens questionnent mon jugement sur mes placements depuis 20 ans, et j'ai quand même 105 millions sous gestion. Leur opinion sur ma vie privée ne m'intéresse pas. Mais elle compte quand même. Il ne répondit pas. Ce silence-là était différent des autres. C'était le silence de quelqu'un qui ne veut pas mentir, mais qui n'a pas encore la réponse honnête. « Je n'ai pas dit que ça ne comptait pas, » dit-il enfin. « J'ai dit que ça ne devait pas compter. » Ce n'était pas la même chose et ils le savaient tous les deux. Elle raccrocha sans qu'ils aient tranché quoi que ce soit. Elle passa la journée à coudre en silence. Lucie à l'école, le quartier dehors dans son bruit familier, le livreur sur son vélo électrique, la voix de M. Abdelkader qui ouvrait son épicerie en face, les enfants de la crèche du coin dans la cour à 10 heures. Ces sons-là étaient sa vie, une vie qu'elle avait construite, entretenue, défendue, une vie qui n'avait pas besoin d'articles dans des rubriques mondaines pour savoir ce qu'elle valait. Ce qui vint ensuite fut pire que l'article. 10 jours plus tard, un mercredi soir, alors que Camille aidait Lucie à apprendre une poésie de Prévert pour le lendemain, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle laissa sonner. Puis un message vocal arriva, et quand elle l'écouta plus tard, allongée dans son lit après avoir couché la petite, quelque chose se figea dans son ventre. « Bonsoir, Madame Moreau. Je m'appelle Hélène Laurent. Je suis la mère d'Alexandre. Je souhaiterais vous rencontrer pour un entretien privé. Je suis disponible à votre convenance. Vous pouvez me rappeler à ce numéro. » La voix était posée, courtoise, et portait dans chaque syllabe cette autorité tranquille des gens qui n'ont jamais eu à élever la voix pour obtenir ce qu'ils voulaient. Camille reconnut ce type de voix.
Elle en avait habillé des semblables dans sa vie professionnelle. Les femmes de Neuilly du 16e, du 7e, qui apportaient leur manteau à reprendre, avec un sourire parfaitement calibré, et qui laissaient un pourboire, en se donnant le sentiment de faire une bonne action. Elle rappela le lendemain matin, à 7h15, depuis l'atelier. Si cette femme voulait un entretien, elle l'aurait aux conditions de Camille, tôt, avant que la journée soit entamée, sans qu'elle ait à réorganiser son emploi du temps pour une conversation qu'elle n'avait pas demandée. Hélène Laurent répondit à la première sonnerie. La rencontre eut lieu 2 jours plus tard, dans un salon de thé du 16e arrondissement, le choix de la mère, que Camille avait accepté sans discuter. Elle avait fait le trajet en métro, comme toujours. Elle s'était habillée simplement, comme toujours. Elle n'avait pas cherché à s'adapter à l'endroit, à la personne, à l'enjeu présumé de la situation. Elle était Camille Moreau, couturière à Belleville. Elle n'avait pas d'autre costume à enfiler. Hélène Laurent avait 67 ans et l'allure de ces femmes qui ont décidé très tôt ce qu'elles étaient et ne s'en sont jamais départies. Cheveux blancs coupés courts, veste en tweed beige, rang de perles, mains soignées. Elle se leva à l'arrivée de Camille, avec une politesse parfaite, le genre de politesse qui ne cède rien. Elles commandèrent du thé pour la mère, un café pour Camille. Hélène Laurent ne prit pas de détour. « Je vais être directe, Madame Moreau. J'ai du respect pour les gens qui travaillent. Je ne vous reproche rien de personnel. » Elle croisa les mains sur la table. « Mon fils a construit une entreprise en 20 ans. Il a traversé un divorce difficile. Il recommence à se stabiliser. Je ne veux pas que cette stabilité soit perturbée par quelque chose de mal assorti. » Camille écouta sans l'interrompre. Elle prit son café quand il arriva, le tint des 2 mains comme à son habitude, et laissa la phrase se poser dans l'air entre elles. « Mal assorti, répéta-t-elle, vous menez des vies très différentes, les milieux sont différents, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité pratique. » Hélène Laurent ouvrit son sac, en sortit une enveloppe, la posa sur la table. « 25 000 € pour vous permettre de développer votre atelier dans de meilleures conditions, en toute discrétion. » Camille regarda l'enveloppe. Elle ne la prit pas. Le salon de thé était feutré, les voix des autres tables à peine audibles, l'odeur des viennoiseries dans l'air. Une horloge ancienne au mur égrenait ses secondes, avec une régularité implacable. Camille posa son café, se redressa légèrement et regarda Hélène Laurent dans les yeux. « Madame Laurent, dit-elle d'une voix tranquille, je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin de votre fils. Ce dont j'ai besoin, c'est de respect. Et ça ne s'achète pas. » Elle prit son manteau sur le dossier de la chaise. « Je vais vous dire quelque chose honnêtement, parce que vous m'avez dit que vous respectiez les gens directs. Si votre fils et moi décidons de construire quelque chose ensemble, ce sera notre décision. Pas la vôtre, pas celle des investisseurs, pas celle des colonnes mondaines. La nôtre. » Elle se leva. « Bonne journée. » Elle sortit du salon de thé dans la lumière froide du matin, prit le métro à la muette et ne pleura pas. Pas parce qu'elle n'était pas affectée. Elle l'était. Quelque chose vibrait dans sa poitrine avec une intensité désagréable. Mais parce que pleurer dans le métro n'avait jamais résolu quoi que ce soit et qu'elle avait des ourlets à finir avant midi. Ce soir-là, elle appela Alexandre et lui raconta tout, mot pour mot, sans omettre l'enveloppe. Il y eut un long silence sur la ligne. « Elle vous a proposé de l'argent. »« Oui. » Un autre silence. « Je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. »« Si, en partie. C'est ma mère. Et c'est mon monde qui s'immisce dans le vôtre. » Alexandre. Sa voix était ferme, mais pas dure. « Je vous ai dit la vérité parce que vous méritez de la savoir, pas pour que vous vous excusiez. Faites ce que vous avez à faire avec ça. » Il ne parla pas à sa mère pendant une semaine entière. Camille l'apprit plus tard, par une phrase qu'il glissa entre 2 sujets, sans drama. Il lui dit simplement « Je lui ai expliqué que si elle recommençait quelque chose de ce genre, c'est avec moi qu'elle n'aurait plus de contact. » Camille ne dit rien. Elle pensa que c'était suffisant. Janvier arriva avec le froid sec et les rues de Belleville qui reprenaient leur rythme après les fêtes, les épiceries qui réouvrent, les enfants qui retournent à l'école avec leurs cartables neufs, les gens qui reprennent le métro avec cette résignation tranquille des premières semaines de l'année.
Camille avait passé le réveillon chez sa sœur à Montreuil, Lucie endormie sur les genoux à 22h30 pendant que les adultes regardèrent les feux d'artifice depuis la fenêtre. Alexandre avait passé le sien dans son appartement de 220 mètres carrés avec une bouteille de champagne ouverte à minuit et un message envoyé à Camille. « Bonne année. J'espère que Lucie a tenu jusqu'à minuit. » Elle avait répondu « Elle a tenu jusqu'à 22h25. Record personnel. » Il avait mis un seul emoji, le premier qu'elle lui avait vu envoyer, et elle avait trouvé ça touchant d'une façon qu'elle ne s'était pas expliquée sur le moment. Ils se voyaient 2 fois par semaine maintenant. Le café du mercredi, toujours, et le samedi après-midi, quand Lucie était avec Madame Picard, ou à l'atelier de dessin que Camille avait réussi à lui inscrire en novembre, après avoir fait entrer une dépense supplémentaire dans son budget au prix de 2 samedis, sans sortie. Ces moments existaient dans une bulle de leur invention. Ni le monde de lui, ni le monde d'elle, mais quelque chose à mi-chemin qui n'avait pas encore de nom. Un café à la gare de Lyon, un marché couvert. Une fois un musée, le musée des arts et métiers, choix de Camille, parce que Lucie lui avait demandé ce qu'était une machine à vapeur et qu'elle n'avait pas su répondre avec assez de précision. Alexandre était arrivé ce samedi-là en retard de 12 minutes, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il avait appelé pour prévenir une réunion qui s'était prolongée, il était désolé. Et Camille l'avait attendu à l'entrée du musée avec un café en godet qu'elle avait acheté au distributeur et qu'elle lui avait tendu quand il était arrivé, essoufflé légèrement malgré lui. « Vous avez acheté un café au distributeur » dit-il en regardant le godet en carton. « C'est du café. » Il l'avait pris et bu debout sur le trottoir, encore en manteau, sans grimace. Elle avait trouvé ça significatif, non pas parce que boire un café de distributeur était héroïque, mais parce que certains gens de son milieu n'auraient pas pu le faire sans une micro-grimace qu'ils n'auraient même pas conscientisée. Lui l'avait bu comme du café. Point. À l'intérieur du musée, ils avaient marché lentement dans les galeries, les voix basses dans l'espace haut et solennel. Camille s'arrêtait aux machines textiles, les métiers jacquards, les premières couturières industrielles, les rouleaux de tissu d'époque, avec une attention que les autres visiteurs ne lui accordaient pas. Elle lisait les cartels entièrement, les sourcils légèrement froncés, absorbés. Alexandre la regardait regarder. « Vous voyez quelque chose que je ne vois pas ?» dit-il à un moment. « Je vois comment ça marche, vraiment. Le geste derrière la machine. » Elle désigna un métier à tisser du 19e siècle. Quelqu'un a passé des années à comprendre comment reproduire mécaniquement un geste que des centaines de femmes faisaient à la main. C'est ça qui m'intéresse. Pas l'objet, mais la décision de le créer. Alexandre regarda la machine, puis Camille. « C'est ce que vous faites avec votre atelier. Vous comprenez le geste avant de décider ce qu'en faire. » Elle le regarda de côté. « Ce n'est pas une métaphore, j'espère. » « Non. C'est une observation. Elle la première avait depuis longtemps, depuis des mois, peut-être des années. Elle eut l'impression que quelqu'un la voyait travailler et comprenait ce que travailler voulait dire pour elle. Pas la peine, ni la contrainte, mais l'intelligence du geste, la logique de la construction. C'était une chose petite, et elle s'en méfia légèrement, comme elle se méfiait de toutes les choses qui lui plaisaient trop vite. Ce fut à la fin janvier que les amis entrèrent dans le tableau d'une façon que Camille n'avait pas anticipée. Sophie l'appela un soir, la voix avec cette tension particulière des gens qui ont quelque chose à confesser et qui commencent par parler d'autre chose. Elle parla de sa semaine, du travail, d'un film qu'elle avait vu. Puis, vers la fin de la conversation, comme glissé entre 2 phrases, « J'ai vu que Temag avait publié un truc sur toi et Alexandre. » Camille s'arrêta. Quel truc? Un article, des témoignages anonymes, des gens qui vous connaissent. Elle trouva l'article en ligne 20 minutes plus tard. Temag était un site de potins mi-sérieux, mi-people, qui vivait de l'espace entre le scandale et l'anecdote. L'article s'appelait, et Camille lut le titre 2 fois pour être sûre, « La Costureira et le milliardaire, conte de fées ou calcul bien fait ». 3 paragraphes. 3 sources anonymes qui décrivaient Camille comme quelqu'un qui avait saisi une opportunité, qui savait très bien ce qu'elle faisait, qui avait
Toujours eu le sens des affaires, si on voit ce que je veux dire. Elle referma l'onglet. Elle s'assit sur le bord de son lit, les deux mains entre les genoux, et resta sans bouger pendant plusieurs minutes. Dans la chambre à côté, Lucie dormait. La rue en dessous était calme. Le bruit de Belleville la nuit, moins fort qu'en journée mais jamais tout à fait silencieux. Elle écouta ces sons familiers et sentit quelque chose se désagréger doucement dans sa poitrine. Pas de la colère, pas encore. Une tristesse précise, celle qui vient quand des gens qu'on croit connaître révèlent quelque chose qu'on aurait préféré ne pas savoir. Les sources anonymes, qui connaissaient sa vie, connaissaient Alexandre, connaissaient l'histoire du profil, connaissaient assez de détails pour nourrir 3 paragraphes sur son opportunisme supposé. Les sources anonymes, c'était facile à compter. Elles n'étaient pas nombreuses. Elle ne dormit pas bien cette nuit-là. Elle se leva à 5h20, 20 minutes avant l'alarme, et s'installa à l'établi dans l'obscurité avant que la lumière du jour commence à poindre. Elle coudre en silence pendant 1 heure, le geste régulier de l'aiguille dans le tissu, point après point, la respiration de Lucie audible à travers la cloison. Elle ne pensa pas à l'article. Elle pensa à la robe qu'elle avait dans les mains, à la cliente qui viendrait la chercher jeudi, à la façon dont la soie réclamait une tension différente du coton sous les doigts. Puis, elle appela Sophie. 8 heures du matin. Sophie répondit avec la voix de quelqu'un qui attendait cet appel et ne le souhaitait pas. « C'était toi », dit Camille. Pas une question, une constatation, un silence. « Camille, c'était toi, et Nadia, et peut-être Jade aussi. » Un autre silence, plus long. Puis Sophie, d'une voix qui essayait d'être défensive et n'y arrivait pas vraiment, « On n'a rien dit de faux. On a juste dit que tu étais pas Nève, que tu savais ce que tu faisais. C'est même un compliment si on y réfléchit. » Non. La voix de Camille était basse et égale, et c'était cette égalité qui faisait plus de mal que si elle avait crié. « Ce n'est pas un compliment. Vous avez insinué que je me servais d'un homme pour avancer. Vous le savez, et vous l'avez fait anonymement pour ne pas avoir à l'assumer. Camille, on a eu peur pour toi, c'est tout. Vous avez eu peur de quoi? Que je réussisse quelque chose? Que ma vie change ?» Elle marqua une pause. Sa voix ne trembla pas, mais quelque chose derrière elle tremblait. « Vous étiez mes amis depuis 20 ans. Je vous avais dit que ce profil me gênait. Vous l'avez quand même fait, et maintenant vous donnez des interviews anonymes pour sous-entendre que je suis une profiteuse. » Elle respirait calmement, régulièrement. « Je ne vous en veux pas pour toujours, mais là, maintenant, j'ai besoin de ne plus vous parler. » Elle raccrocha, s'assit à nouveau, posa les mains sur ses genoux. Dehors, la rue commençait à s'animer. Les premières livraisons, le bruit de la boulangerie qui ouvrait, une voix d'enfant quelque part. Non era reva, era douleur, era uma solidão différente. Pas la solitude ordinaire de la femme seule avec sa fille, mais celle de comprendre que les gens qu'on croit être de son côté peuvent regarder votre vie avec une envie qui ressemble à de la méfiance. La solitude de ceux qui avancent et dont les proches ne comprennent pas pourquoi ils avancent. Elle ne pleura pas ce matin-là non plus. Elle se leva, prépara le petit déjeuner de Lucie, réveilla la petite avec la chanson qu'elles avaient inventée ensemble quand Lucie avait 4 ans et qu'elle demandait encore chaque matin même à 8 ans, et déposa sa fille à l'école à 8h35 avec sa tartine dans le sac et son sourire intact. Puis elle rentra à l'atelier et travailla. Elle attendit 2 jours avant de dire quoi que ce soit à Alexandre. Elle voulait être sûre de ce qu'elle voulait dire. Pas dans l'émotion immédiate, pas dans la colère encore chaude, mais dans la clarté de ce qu'elle pensait vraiment. Le 3e jour, elle l'appela en milieu d'après-midi. « J'ai lu l'article, » dit-il avant qu'elle commence. « Je sais. Camille, laissez-moi parler. » Sa voix était tranquille. « Je ne vous raconte pas ça pour que vous fassiez quelque chose. Je vous le raconte parce que vous méritez de savoir ce qui se passe autour de nous. Les sources, c'est de mon côté. Mes amis d'enfance. » Une pause. Ou ce qui étaient mes amis. Il y eut un silence. Elle entendit sa respiration changer légèrement. Quelque chose qui se serrait. « Je suis désolé. Ne l'êtes pas. Ce n'est pas votre faute non plus. Camille, ce que vous traversez à cause de moi, ce que je traverse, je le traverse. Ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de gens qui confondent la méfiance avec la sagesse. » Elle regarda par la fenêtre de l'atelier.
La rue en bas, les passants, le ciel bas et blanc de janvier. Mais je dois vous dire quelque chose d'honnête. Dites-moi. Elle prit une seconde. Je ne veux pas être un scandale dans votre vie. Vous avez construit quelque chose de réel en 20 ans. Vos investisseurs doutent de vous. Votre mère m'a proposé de l'argent pour disparaître. Vos anciennes relations mondaines regardent cette histoire comme une anomalie. Et maintenant, il y a des articles. Je ne suis pas quelqu'un qui craint les regards des autres pour elle-même. J'ai appris à m'en passer, mais je refuse d'être la raison pour laquelle quelque chose que vous avez mis 20 ans à construire s'effrite. Sa voix ne trembla pas, mais il fallait de l'effort pour ça. Peut-être qu'on devrait prendre du recul, un temps, laisser les choses se calmer. Le silence qui suivit fut long. Camille. Sa voix avait cette qualité froide et précise qu'elle lui connaissait maintenant. Pas de la froideur, mais de la concentration. Je vais vous dire quelque chose. J'ai passé 15 ans à construire une entreprise en écoutant l'opinion de gens qui n'avaient pas mis une seule heure de leur propre vie dans ce que je faisais. J'ai pris des décisions en fonction de ce que le marché attendait, de ce que mes investisseurs validaient, de ce que ma mère considérait comme approprié. Et à 42 ans, j'habite seul dans 220 mètres carrés et mon ex-femme a raison sur tout. Une pause. Je ne vais pas prendre du recul sur la seule chose réelle que j'ai ressentie depuis des années, parce que des gens qui ne me connaissent pas ont une opinion sur ma vie. Elle l'écouta, sans l'interrompre. Vous m'avez dit dès le premier soir que vous étiez honnête. Alors, je vais l'être aussi. Vous comptez, pas comme concept, pas comme expérience de nouveauté. Vous comptez. Et si le prix de ça, c'est 2 investisseurs qui râlent et un article dans un site de potin, c'est un prix que je peux payer. Camille ferma les yeux une seconde. Ce n'était pas la déclaration qu'elle avait imaginée dans sa vie, parce qu'elle n'avait plus imaginé ce genre de choses depuis longtemps. Ce n'était pas de la poésie, c'était quelqu'un qui calculait un risque en connaissance de cause et décidait d'investir quand même. Avec lui, c'était la forme d'amour la plus authentique. « Je vous entends », dit-elle. « Est-ce que c'est suffisant ?» Pour l'instant. Ce n'était pas un oui grand et lumineux. C'était un oui mesuré, les 2 pieds sur terre, les yeux ouverts. Mais c'était réel, et le réel, elle l'avait appris depuis longtemps, valait toutes les grandiloquences. Il apparut à l'atelier le lendemain matin. Elle n'avait pas encore ouvert quand elle entendit frapper à la porte vitrée à 7h50. Elle était en tablier, les cheveux en chignon avec le crayon planté dedans, en train de trier les commandes de la semaine. Elle regarda par la vitre et il était là, sur le trottoir, en manteau sombre avec 2 gobelets de café de la boulangerie de la rue perpendiculaire. Il la regarda à travers la vitre. Il ne sourit pas, il attendit. Elle déverrouilla la porte. L'air froid du matin entra avec lui. Il lui tendit un gobelet sans rien dire. Elle le prit. Ils restèrent une seconde dans l'embrasure de la porte. Le café chaud dans les mains, la lumière jaune de l'atelier derrière elle et la rue grise de janvier devant lui. « J'ai 15 ans de retard sur beaucoup de choses, » dit-il. « Mais je suis là. » Elle le regarda. L'homme debout sur le trottoir de Belleville, à 7h50 du matin, son blazer de la Défense remplacé par un manteau ordinaire, les yeux clairs avec leurs cernes habituelles, sans performance ni décorum. Juste là. « Entrez, » dit-elle. « Le café se boit chaud. » Il entra. L'atelier l'accueillit avec son odeur particulière, tissu, fil de coton légèrement chauffé par la lampe de travail, une note de café qui se mêlait maintenant aux 2 gobelets qu'il tenait. Alexandre regarda autour de lui avec l'attention de quelqu'un qui entre pour la première fois dans un endroit dont il avait entendu parler sans l'imaginer vraiment. La penderie mobile avec ses étiquettes cartonnées, la table de coupe en bois massif. Les rouleaux de tissu alignés du clair au sombre, l'affiche Sonia Delaunay un peu de guingois sur le mur. Il ne dit rien pendant quelques secondes. Il regardait. Camille s'installa sur son tabouret d'établi, croisa les bras autour de son gobelet et attendit. « C'est petit, dit-il enfin, 20 mètres carrés. Et vous en avez fait quelque chose de suffisant. » Ce n'était pas un compliment de politesse, c'était une observation d'homme qui comprend ce que signifie construire quelque chose dans un espace contraint. Elle le reçut comme tel. « J'aurais besoin du double, » dit-elle, « pour avoir une vraie table de patronage, une salle d'essayage correcte, peut-être une machine à broder. » Elle but une gorgée de café. « Mais le double dans ce quartier, c'est 1 800 € de loyer. »
Et 1 800 € de loyer, ça change entièrement le modèle économique. Alexandre s'assit sur la chaise que Camille utilisait pour les clients qui attendaient. Une chaise en bois avec un coussin refait à la main, en tissu imprimé fleuri, qu'une cliente lui avait offert un jour de reconnaissance. Il n'avait pas sorti son téléphone. Il buvait son café et regardait l'atelier avec cet œil que Camille commençait à reconnaître. L'œil qui calcule sans paraître calculé, qui fait des connexions en silence avant de les formuler. « Quel est votre chiffre d'affaires mensuel moyen ?» demanda-t-il. Elle le regarda. « Pourquoi ? Parce que je veux comprendre. » « Comprendre quoi ? Ce que vous avez construit. Vraiment. » Elle resta une seconde sans répondre. Puis quelque chose dans sa posture se dénoua légèrement. Pas de la capitulation, mais la décision de faire confiance à une question posée sans agenda apparent. 1750 en moyenne. Les bons mois, 2100. Les mauvais, 1400. Elle posa son gobelet sur l'établi. Charge, loyer du local, cotisation, fourniture. Il me reste entre 400 et 600 € de marge réelle par mois. C'est avec quoi je vis, en dehors du loyer de l'appartement qui est un budget séparé. Il hocha la tête lentement. Votre valeur ajoutée est réelle, mais votre structure de coût vous plafonne. Je sais, c'est pour ça que je fais le cours du samedi. Le cours vous donne la théorie, mais la théorie sans capital de départ ne résout pas le plafond structurel. Elle le regarda avec une acuité particulière. « Où vous voulez en venir, Alexandre ?» Il posa son gobelet sur le rebord de la fenêtre. Il croisa les mains entre ses genoux et la regarda directement. Ce regard qu'il avait, elle l'avait remarqué depuis le début, qui ne détournait pas les difficultés, mais les posait sur la table pour qu'on puisse les examiner ensemble. « J'ai une proposition, pas un cadeau, pas une aide, une proposition commerciale avec des termes équitables que vous lirez, ferez relire par votre expert comptable et accepterez ou refuserez librement. » Il prit une courte inspiration. « Je veux être associé à votre atelier, apport de capital pour doubler la surface, équiper correctement, embaucher 1 ou 2 personnes. En échange, une participation minoritaire dans la structure juridique et un rôle dans le développement commercial, réseau, contact, ouverture de marché que vous n'avez pas accès à seul. Vous gardez la majorité, vous gardez la direction artistique, vous gardez les décisions opérationnelles. Je suis l'associé qui ouvre des portes et qui attend le retour sur investissement à long terme. » Silence. Camille l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre, puis elle regarda autour d'elle. L'atelier, les 20 mètres carrés, les étiquettes cartonnées, la table de coupe récupérée à la brocante. Elle regarda ses mains posées sur l'établi. « Vous me proposez ça maintenant ?» dit-elle. Le lendemain matin d'une conversation où je vous ai dit que je ne voulais pas être un scandale dans votre vie. Je vous le propose maintenant parce que c'est maintenant que j'ai compris ce que vous avez construit, et parce qu'une proposition commerciale n'a rien à voir avec le reste. Tout a à voir avec tout, Alexandre. Oui, mais une chose peut être vraie indépendamment d'une autre chose vraie. Elle le regarda pendant un long moment. Dehors, la rue de Belleville s'animait dans le froid de janvier. Le livreur, l'épicerie, les premières voies de l'école du coin. Sa vie normale, son quartier, son rythme. « Je vais y réfléchir, » dit-elle. « C'est tout ce que je demande. » Elle prit 1 semaine. Une vraie semaine, pas une semaine de façade pendant laquelle elle aurait déjà décidé. Elle fit les calculs elle-même sur son cahier à spirale le soir après que Lucie dormait. Elle appela son expert comptable, Monsieur Ferrara, comptable à mi-temps qu'elle partageait avec 2 autres artisans du quartier, un homme de 50 ans méthodique et sans fioriture, et lui exposa la proposition en détail, chiffres à l'appui. Monsieur Ferrara la rappela 3 jours plus tard avec ses conclusions. La structure était saine, les termes étaient équitables. Le risque principal était la dépendance à un associé unique dont la volonté pouvait changer. « C'est un risque réel, Madame Moreau. Il faut le couvrir contractuellement. » Elle dit à Alexandre qu'elle avait besoin d'un contrat. Il dit qu'il s'en chargeait. Elle dit non. Elle voulait son propre avocat, son propre conseil, ses propres termes. Il dit « naturellement ». Sans hésitation, sans négociation, elle nota ça. Elle trouva une avocate spécialisée en droit des sociétés, recommandée par une cliente, une femme de 40 ans,
net et direct, qui relut le projet de contrat qu'Alexandre avait fait préparer et revint avec 14 modifications. Alexandre accepta 13 des 14 sans discussion. Sur la 14e, une clause de rachat qui lui semblait déséquilibrée, il proposa une contre-proposition que l'avocate de Camille jugea acceptable. Camille relut elle-même le contrat final, article par article, le stylo à la main. Dans l'atelier un soir de fin janvier, la machine à coudre éteinte pour la première fois depuis le matin. Elle signa un jeudi matin, à l'étude de l'avocate, Alexandre assis en face d'elle de l'autre côté du bureau. Pas de champagne, pas de photos. Ils se serrèrent la main, comme deux associés qui viennent de conclure un accord. Puis ils sortirent dans le froid du matin et marchèrent jusqu'à la boulangerie du coin pour un café, parce que c'était leur façon à eux de célébrer les choses importantes. La suite fut du travail. Un travail réel, physique, épuisant et grisant à la fois. En février, Alexandre trouva un local rue Sainte-Marthe, dans le 10e, 45 mètres carrés, lumière du Nord, plafond haut, à 7 minutes à pied de l'atelier actuel. Loyer, 1 600 € dans le budget prévu. Camille visita seule la première fois, puis avec Lucie un samedi matin, la petite courut d'un bout à l'autre en criant « Il y a un écho !» Et Camille resta debout, au milieu de l'espace vide, les deux mains dans les poches, et sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas de l'ivresse, quelque chose de plus lourd et de plus solide. La conscience que l'espace était réel, que les murs étaient réels, que c'était à elle. Alexandre vint la deuxième fois. Il n'apporta pas d'idée sur la disposition, il n'imposa pas de vision. Il dit « Racontez-moi ce que vous voyez quand vous regardez l'espace vide ». Elle lui raconta « La table de coupe ici, la zone d'essayage là, les machines dans l'encoignure pour profiter de la lumière, les rouleaux de tissu le long du mur nord ». Il l'écouta et prit des notes sur son téléphone. Non pas pour décider à sa place, mais pour se souvenir de ce qu'elle voulait quand viendrait le moment de parler aux fournisseurs. C'est pendant les travaux de réaménagement, 3 semaines de peinture, d'électricité, de mobilier à assembler, que le nom émergea. Ils étaient un mercredi soir dans le local vide, Camille en salopette avec de la peinture sur les avant-bras, Alexandre en vieux pull, dont elle ne connaissait pas l'existence jusqu'à ce soir, tous les deux en train de peindre le mur du fond en blanc cassé. La radio jouait quelque chose de jazz en sourdine. Lucie, exceptionnellement, était là aussi. Madame Picard avait un dîner de famille et elle dessinait dans son carnet assise sur un bidon de peinture retourné, parfaitement absorbée. « Il faut un nom », dit Camille, sans s'arrêter de peindre. « Vous avez des idées ?»« Plusieurs, aucune qui me convainc vraiment. » Silence, le bruit des rouleaux sur le mur. « Point vivant », dit Lucie sans lever les yeux de son carnet. Camille et Alexandre s'arrêtèrent en même temps. « Pardon ?» dit Camille. « Point vivant, parce que tu fais des points et que c'est vivant. » Lucie leva les yeux une seconde, les baissa à nouveau. « C'est bien comme nom. » Camille regarda Alexandre. Alexandre regarda Camille. « Elle a raison, dit-il. Elle a toujours raison, dit Camille. Et elle sourit d'un sourire qui n'était pas petit cette fois. Un sourire plein, le genre qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Point vivant ouvrit officiellement en mars, sans cérémonie et sans communiqué de presse. Une enseigne sobre en lettres blanches sur fond vert profond. Une vitrine avec 2 robes en cours de création visibles depuis la rue. L'idée de Camille, montrer le travail en train de se faire plutôt que le produit fini, parce que c'était l'honnêteté du geste qui l'intéressait. 3 semaines après l'ouverture, la liste d'attente était de 20 jours. 3 mois plus tard, elle était de 40. Alexandre avait apporté ce qu'il avait promis, et rien de plus. Il avait appelé 2 stylistes indépendants de sa connaissance, leur avait parlé de points vivants avec la précision d'un pitch d'investissement et les avait laissés décider. Il avait présenté Camille à une rédactrice de mode du Monde qui cherchait des ateliers de proximité parisiens pour un dossier sur l'artisanat urbain, pas pour la pousser, juste pour ouvrir la porte. Camille avait fait le reste. Elle avait parlé de son travail avec la clarté et la densité de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'enjoliver parce que la vérité était déjà intéressante. L'article parut en avril. 2 colonnes.
Photo de l'atelier, photo de Camille devant sa machine. Pas une photo d'Alexandre, pas une mention de Laurent Capital. Juste Camille Moreau, fondatrice de Point Vivant, Belleville, Paris 10e. Le soir de la parution, Alexandre lui envoya un message. « J'ai lu l'article. Il est juste. » « Vous y êtes entièrement. » Elle répondit. « Merci de m'avoir laissé l'espace pour l'être. » Il ne répondit pas longtemps. Juste, c'était votre espace. Je l'ai juste agrandi. Ce n'était pas une déclaration. C'était plus précis que ça. Les mercredis matins devinrent leur rituel d'associés. Alexandre arrivait à Point Vivant à 9 heures, en jeans, le jeans qu'il avait commencé à porter les jours où il n'avait pas de réunion formelle, et dont Camille avait noté en silence la progressive normalisation dans sa garde-robe. Il passait 1 heure sur les chiffres, les commandes, le prévisionnel. Puis il buvait un café assis sur les hauts tabourets, près de la vitrine, et parlait d'autre chose, ou de rien parfois, regardant la rue se réveiller dehors. Ce n'était pas sans difficulté. Il y avait encore des articles, de temps en temps, de moins en moins, parce que le monde trouvait toujours une autre histoire plus fraîche à raconter. Il y avait encore des regards dans les dîners où Alexandre l'amenait, et elle y allait maintenant, pas tous, mais certains, ceux qu'il jugeait utiles et qu'elle jugeait supportables. Elle portait ce qu'elle voulait à ses dîners. Une fois, une femme avait commenté sa robe avec un sourire qui voulait dire autre chose. Camille avait répondu « Je l'ai faite moi-même, merci ». Et elle était passée à autre chose sans attendre la suite. Il y avait encore des jours où le budget serrait, parce que Point Vivant était rentable mais jeune, et que les jeunes entreprises rentables ont des mois irréguliers. Il y avait encore des nuits où Camille faisait ses calculs à la lueur de la lampe de bureau après que Lucie dormait, stylo à la main, comme elle l'avait toujours fait. Sauf que maintenant, les chiffres avaient une trajectoire, pas une promesse, mais une direction réelle. Et Alexandre. Il y avait Alexandre, qui apprenait à être présent d'une façon qu'il n'avait pas su être pendant des années. Pas parfaitement, pas sans rechute, dans ses réflexes de PDG qui traitaient le temps comme une ressource à optimiser. Il y avait des soirs où son téléphone sonnait pendant qu'il mangeait et où il répondait encore avant d'avoir décidé de ne pas le faire. Il y avait des lundis où il annulait leur café du mercredi pour une réunion urgente, mais il le disait, il prévenait et il revenait. Un soir de mai, ils étaient assis sur le banc du square Villemain, pas loin de Point Vivant, un petit square entre le canal Saint-Martin et la rue du Château d'Eau. Des enfants qui jouaient encore, à cette heure tardive, dans la chaleur du printemps naissant. Lucie était entre eux sur le banc, à demi endormie, la tête glissant lentement vers l'épaule d'Alexandre sans qu'il bouge, sans qu'il regarde son téléphone, sans qu'il pense à autre chose visible que ce moment-là. Camille le regarda à la dérobée. 2 ans plus tôt, elle n'aurait pas prédit ce banc. Elle n'aurait pas prédit cet homme en jeans avec la tête ensommeillée d'une enfant de 8 ans sur l'épaule, regardant les platanes du square avec quelque chose de calme, dans les yeux clairs. Elle n'aurait pas prédit Point Vivant, ni la liste d'attente de 40 jours, ni les 3 employés qui arrivaient chaque matin avec leur propre énergie dans l'atelier. Non era un conto de fada. Elle se répétait ça pour rester honnête avec elle-même. Il y aurait encore des complications, des jugements, des mois difficiles, des moments où la différence entre leur vie ne se laisserait pas oublier si facilement. Des jours où elle aurait besoin de son espace, de ses silences, de Belleville et de son rythme à elle. Mais c'était réel. Et ils avaient tous les deux choisi ça. Pas par romanesque, pas par ivresse, mais par la décision lente et lucide de 2 personnes qui avaient regardé en face ce qu'elles étaient et ce qu'elles voulaient, et qui avaient dit oui. Lucie bougea légèrement sur l'épaule d'Alexandre en murmurant quelque chose d'incompréhensible dans son demi-sommeil. Il ajusta imperceptiblement la position pour qu'elle soit plus stable, sans la réveiller, sans y penser, le geste automatique de quelqu'un qui commence à faire attention. Camille regarda ce geste. Juin arriva sur Paris avec cette lumière longue et généreuse des soirs d'été naissants, quand le ciel refuse de s'obscurcir avant 22 heures et que la ville entière semble retenir son souffle entre le travail et la nuit. Les terrasses se remplissaient, les gens ralentissaient légèrement dans les rues, et Belleville prenait cette qualité particulière des quartiers vivants en été.
les fenêtres ouvertes, les odeurs de cuisine mêlées aux pots de fleurs sur les rebords, les voix qui portaient loin dans l'air chaud du soir. Point Vivant faisait 40 jours de liste d'attente. Camille regardait ce chiffre sur son tableau de suivi, un tableau qu'elle avait commencé sur papier et transféré sur ordinateur en avril, avec les colonnes que M. Ferrara lui avait aidé à construire. Les lignes qui rendaient lisible ce qui autrefois n'était que ressenti. 40 jours, 29 000 € de chiffre d'affaires en mai, le meilleur mois depuis l'ouverture. 3 employés, Yasmine, 26 ans, sortie d'une école de mode de Pantin, qui avait passé 2 ans à chercher un atelier ou à prendre le vrai travail à la main. Fatou, 31 ans, couturière de formation sénégalaise, dont la précision sur les tissus difficiles dépassait de loin ce que Camille aurait pu espérer. Et Élise, 19 ans, apprentie en alternance qui arrivait chaque matin avec ses cahiers et ses questions et qui cousait déjà mieux que certains diplômés. 3 femmes, un atelier de 45 mètres carrés, avec la lumière du Nord, une enseigne verte sur la rue Sainte-Marthe et une liste d'attente de 40 jours. 2 ans plus tôt, elle cousait seule dans 20 mètres carrés à 5h40 du matin, en calculant si elle pouvait se permettre les fournitures du mois. Non era o mesmo mundo, et pourtant, c'était le même. Les mains, le fil, l'aiguille dans le tissu, le geste qui ne changeait pas. C'était ça, la continuité, pas les chiffres, pas la surface, pas la liste d'attente. C'était que le travail était resté honnête, point après point, comme il avait toujours été. Ce mercredi matin d'un début juin, Alexandre était arrivé à 9h avec 2 cafés de la boulangerie habituelle, en jeans et chemise bleue, sans veste. Cela faisait maintenant plusieurs mois que les mercredis chez Point Vivant étaient sans blazer. Il avait arrêté de s'en justifier, et elle avait arrêté de le remarquer comme une anomalie. C'était devenu simplement ce qu'il était le mercredi matin. Elle aimait ça sans se l'être dit à voix haute. La réunion hebdomadaire avait duré 50 minutes. Commande de la semaine, réapprovisionnement en lin naturel pour la collection Capsule de septembre, discussion sur une demande d'un créateur indépendant qui voulait sous-traiter une partie de sa production à Point Vivant. Camille était réticente. Alexandre avait posé les chiffres sans prendre position. Elle avait réfléchi à voix haute pendant 10 minutes, avait décidé non. Pas encore, pas tant que l'atelier n'était pas stable à l'année entière, et il avait dit « d'accord », sans discussion. Elle notait toujours ça. Il ne poussait jamais là où elle avait décidé. Yasmine et Fatou travaillaient au fond de l'atelier, le bruit des machines créant cette texture sonore familière que Camille aimait maintenant d'autant plus qu'elle n'y était plus seule. Élise posait des questions à Fatou sur l'assemblage d'une emmanchure. La lumière du Nord entrait par les grandes fenêtres, propres et sans ombre dure, la lumière idéale pour voir les couleurs vraiment. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit Camille. Elle sortit un carnet de son tablier, pas le carnet d'administration, l'autre, celui qu'elle gardait dans la poche gauche depuis des années, le carnet des idées. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un bout de tissu rouge, des croquis. Rapide, précis dans son langage graphique particulier, pas des illustrations de mode au sens académique, mais des plans de construction, des patrons esquissés, des annotations sur les matières, une ligne de vêtements, pas une collection au sens de la haute couture, quelque chose d'autre, des pièces construites pour durer, pour être réparées, pour traverser les années, du lin, du coton épais, de la laine mélangée, des coupes simples avec des détails travaillés, des vêtements pour les gens qui s'habillaient pour eux-mêmes. Alexandre regarda les croquis sans parler pendant 2 minutes entières. Elle le laissa faire. « Quand est-ce que vous avez dessiné ça ?» demanda-t-il. « Depuis 8 mois. Le soir, après que Lucie dort. Vous ne m'en aviez pas parlé. Je voulais être sûre avant. » Elle reprit le carnet. « Je suis sûre maintenant. » Il la regarda. « C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. » Ce n'était pas une question de sa part, ni une annonce de la sienne. C'était une constatation partagée, la reconnaissance tranquille que quelque chose qui mûrissait depuis des mois venait d'atteindre sa densité, son poids juste. Il y avait des mois de travail devant eux, les patronages, les prototypes, les fournisseurs, les coûts. Mais la direction était là, tracée dans ce carnet à spirale avec un crayon ordinaire. «
Vous aurez besoin de plus de surface, dit-il. Probablement. Et d'une personne en plus au moins. Yasmine peut monter en responsabilité. Je lui en parlerai. D'accord. Il prit une gorgée de café. Et vous aurez besoin de temps. Vrai temps. Pas seulement les soirs après que Lucie dort. Elle le regarda. Le temps, ça ne se crée pas. Non, mais ça se réorganise. Il posa son gobelet. Lucie a des vacances scolaires en juillet. Elle pourrait passer 2 semaines avec ma mère en Bretagne, si elle le souhaitait. Ma mère a une maison à Dinard et elle passe l'été là-bas. Elles ne se connaissent pas encore, mais Lucie pourrait décider si elle en a envie. Une pause. Ce n'est pas une manœuvre de réconciliation avec ma mère, c'est une proposition pratique pour vous donner 2 semaines de travail continu. Camille l'écouta. Elle pensa à sa mère à lui, Hélène Laurent et son enveloppe de 25 000 € dans le salon de thé du 16e, sa voix parfaitement calibrée, ses perles. Elle pensa à ce qu'Alexandre lui avait dit ensuite, qu'il ne lui parlerait plus si elle recommençait. Elle pensa que les choses entre eux deux avaient depuis lors pris une forme différente. Pas chaude, pas encore, mais correcte et en mouvement. Je lui poserai la question à Lucie, dit-elle. Si elle veut, elle ira. Si elle ne veut pas, on trouve autre chose. Bien sûr. Ils restèrent un moment sans parler, les bruits de l'atelier autour d'eux, le ronronnement des machines, la voix basse de Fatou qui expliquait quelque chose à Élise, le son de la rue dehors, un enfant sur un vélo électrique qui passa en criant quelque chose d'inintelligible et joyeux. Camille perçut quelque chose dans ce silence, quelque chose de différent de ceux qu'ils avaient partagés avant. Pas de la tension, pas de la prudence, juste la densité confortable de 2 personnes qui n'avaient plus besoin de remplir le vide pour le rendre supportable. 2 personnes qui pouvaient être dans la même pièce et vraiment y être. Elle pensa à la phrase qu'il avait dite sur son ex-femme. « Tu étais toujours là, mais tu n'étais jamais présent. » Elle pensa à comment il était assis là maintenant, dans cet atelier de 45 mètres carrés à Belleville, sans téléphone visible, sans l'œil qui dérive vers le prochain engagement. Juste là, ce n'était pas parfait, rien ne l'était et elle n'avait pas besoin que ça le soit. Mais c'était réel, et la différence entre les deux, elle l'avait comprise depuis longtemps, était la seule différence qui comptait vraiment. Le vendredi suivant, Lucie apprit l'existence de Dinard. Camille lui en parla le soir après le dîner, simplement, sans excès de précaution. Elle lui dit qu'il y avait une maison au bord de la mer en Bretagne, que la grand-mère d'Alexandre y vivait l'été, et que si elle voulait, elle pouvait y passer 2 semaines en juillet. Lucie réfléchit avec le sérieux de ses 8 ans. C'est au bord de la mer? Oui. Il y a des rochers? Je crois que oui. Et des crêpes? Camille sourit. Très probablement. Lucie hocha la tête. D'accord, mais je veux que l'homme du café vienne me déposer. Il s'appelle Alexandre. Je sais. Mais c'est l'homme du café. Ce surnom avait survécu à tout. Au mercredi d'atelier, au samedi au parc, au dîner où Alexandre mangeait maintenant souvent à la petite table de la cuisine avec elle deux, découpant le pain avec les mains parce qu'il n'y avait pas de corbeille et que Camille ne lui avait pas proposé d'en chercher une. Il était l'homme du café. C'était son nom dans la cosmologie de Lucie, et Lucie n'avait pas de raison de le changer. Camille lui raconta le soir même au téléphone. Il rit, ce rire bref et sincère qu'elle aimait parce qu'il ne pouvait pas être fin. « L'homme du café », répéta-t-il. « Tu t'y feras. » Elle avait dit « tu ». Elle l'entendit à peine sur le moment, puis l'entendit complètement une seconde après. Alexandre n'en fit pas de cas, ou peut-être qu'il n'avait pas remarqué, ou peut-être qu'il avait remarqué et avait décidé que c'était exactement la bonne façon de le laisser passer. Elle ne lui demanda pas. Juillet arriva. Lucie fit sa valise avec méthode. 2 livres, ses crayons, le carnet de croquis qu'elle avait reçu pour son anniversaire, le doudou qu'elle emmenait encore en voyage, même si elle prétendait à l'école ne plus en avoir. Alexandre vint les chercher un samedi matin pour le trajet jusqu'à Montparnasse. TGV pour Rennes, puis voiture jusqu'à Dinard. Dans le taxi, Lucie était assise entre eux, regardant Paris défiler avec l'attention intense des enfants en partance. À la gare, sur le quai, Lucie embrassa sa mère longuement, ce genre d'embrassement que les enfants font quand ils partent pour la première fois sans leurs parents, avec tout le courage et toute l'inquiétude mêlée. « Tu vas bien »
dit Camille contre ses cheveux. Oui, une pause. Je t'envoie des messages tous les soirs. Je serai là. Lucie se tourna vers Alexandre. Elle réfléchit une seconde, puis lui tendit la main avec une gravité cérémonieuse. Tu la ramènes dans 2 semaines, dit-elle. Il lui serra la main. Je la ramène dans 2 semaines. Avec des photos des rochers. Avec des photos des rochers. Elle hocha la tête, satisfaite de cet accord, et prit sa valise à roulettes avec la détermination de quelqu'un qui avait négocié correctement. Camille la regarda monter dans le train, se retourner une fois au bout du wagon, agiter la main, disparaître. Le quai se vida progressivement. Alexandre était à côté d'elle, les deux regardant le train qui commençait à s'ébranler. « Elle va bien se passer cette semaine, dit-il. Je sais. » Camille regardait le train. « C'est moi qui suis moins sûr de comment je vais me passer sans elle. » Il ne dit rien. Il n'essaya pas de résoudre quelque chose qui n'était pas un problème à résoudre. Il resta là, debout sur le quai de Montparnasse, à côté d'elle, pendant que le train disparaissait dans la trouée de lumière au bout des rails. 2 semaines de travail continu. Elle rentra à Point-Vivant ce samedi-là et resta jusqu'à 20 heures, seule dans l'atelier silencieux, les croquis du carnet étalés sur la table de coupe. Elle travailla sur les premiers patrons de la collection. Pas encore de tissu. Juste le papier, les lignes, la logique de construction. Elle fit du thé, l'oublia, le retrouva froid, s'en moqua. Elle pensa à Lucie sur ses rochers bretons, à Yasmine qui reviendrait lundi avec ses questions, à Fatou qui avait suggéré la semaine précédente d'intégrer du wax dans certaines pièces de la collection et dont l'idée lui avait tourné dans la tête depuis. Elle pensa à Alexandre qui conduisait sur la route de Dinard, avec Lucie endormie, sur la banquette arrière, probablement, la radio en sourdine. Elle pensa qu'elle n'avait pas eu peur de lui laisser sa fille pour 2 semaines. Elle pensa que ne pas avoir eu peur était la chose la plus éloquente qu'elle eût ressentie depuis longtemps. Peut la primer rêver depuis des années, depuis si longtemps qu'elle ne savait plus exactement mesurer le temps. Elle n'avait pas l'impression que tout reposait uniquement sur ses propres épaules. Pas parce que quelqu'un d'autre avait pris le poids, mais parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui ne partait pas quand c'était lourd. Ce n'était pas rien. C'était, elle le savait maintenant, presque tout. Le soir du 1er mercredi de juillet, Alexandre rentra à Paris. Lucie restait encore 1 semaine à Dinard, les 2 semaines pas encore écoulées. Il arriva à Point-Vivant à l'heure habituelle, avec les 2 cafés habituels, et ils firent la réunion habituelle. Puis ils s'installèrent sur les hauts tabourets près de la vitrine et regardèrent la rue Sainte-Marthe dans la chaleur du soir. « Elle a appris à faire le point de chausson avec ma mère, dit-il. » Camille tourna la tête vers lui. « Pardon ?»« Lucie, ma mère lui a appris le point de chausson hier soir. Elle m'a envoyé une photo. » Il sortit son téléphone, fit glisser une image vers Camille. La photo montrait Hélène Laurent, cheveux blancs, la même veste sobre mais en jean cette fois, assise à une table de jardin, avec Lucie sur un tabouret à côté, toutes les 2 penchées sur un bout de tissu. Les mains de la vieille femme guidant les petits doigts de la petite fille sur une aiguille. La lumière de Dinard en arrière-plan, bleue et propre. Camille regarda la photo un long moment. Elle pensa à l'enveloppe de 25 000 € dans le salon de thé. Elle pensa à 25 000 € et à une petite fille qui apprenait le point de chausson sur une table de jardin en bord de mer. Elle pensa que les gens contenaient plus d'une vérité à la fois, et que savoir ça ne rendait pas tout simple, mais rendait tout plus vrai. Elle a demandé à ma mère d'apprendre, dit Camille. Elle a vu les fils et les aiguilles sur la table, et elle a dit « Ma maman fait ça », et ma mère a dit « Je sais faire aussi », et Lucie a dit « Alors apprenez-moi ». Camille sourit, un sourire lent qui venait de loin. « C'est bien elle, répéta-t-il. Ils restèrent dans ce sourire partagé 1 seconde. 2 personnes de part et d'autre d'un tabouret de bar, dans un atelier de couture du 10e arrondissement, avec leur café qui refroidissait et la rue qui vivait dehors dans la lumière longue de juillet. Non, ce n'était pas un conte de fées, il n'y aurait pas de mariage dans un château, pas de déclaration sous la tour Eiffel illuminée, pas de moment où tout deviendrait parfait et définitivement résolu. Il y aurait encore des articles, de temps en temps, des regards dans des dîners, des mois où les chiffres de Point-Vivant ne seraient pas aussi bons que prévu.
Des soirs où Alexandre répondrait à son téléphone avant d'avoir décidé de ne pas le faire, et où il faudrait rappeler doucement que la présence était une décision qu'on prenait chaque jour, pas une fois pour toutes. Des jours où Camille aurait besoin de Belleville, de ses bruits, de ses odeurs, de son rythme, et où il faudrait qu'il comprenne que ce besoin-là n'était pas un reproche, mais une façon d'être entière. Tout ça était devant eux, réel et imparfait. Mais il y avait aussi ça. 2 gobelets de café sur un comptoir, une vitrine sur une rue calme, une petite fille qui apprenait le point de chausson à Dinard avec les mains d'une vieille femme qui apprenait à sa façon quelque chose d'aussi important. Un carnet de croquis étalé sur une table de coupe avec les premières lignes d'une collection qui n'existait pas encore, mais qui existerait. Une liste d'attente de 40 jours, et cet homme en chemise bleue sur un tabouret, qui avait traversé Paris en métro un samedi de novembre pour voir un parc qu'il ne connaissait pas et qui était revenu. Et là, dans cet atelier de la rue Sainte-Marthe, avec la lumière de juillet qui entrait par les grandes fenêtres du nord et les machines silencieuses rangées pour la soirée, Camille Moreau comprit que c'était ça, la richesse. Pas les 29 000 € de mai, pas la liste d'attente, pas la collection qui venait. C'était le geste juste, c'était le travail honnête, c'était quelqu'un qui restait. C'était une enfant qui transmettait sans le savoir ce qu'elle avait reçu. C'était choisir tous les matins de construire quelque chose de réel plutôt que de posséder quelque chose de parfait. Et ça, cette décision-là, prise chaque jour sans fanfare, dans la lumière ordinaire d'un atelier ordinaire, dans une rue ordinaire d'un arrondissement que les magazines mondains n'avaient jamais pensé à couvrir. C'était absolument tout.